Bonjour Séverine, donc nous sommes toutes les deux notaires en agglomération dijonnaise et nous allons aujourd'hui vous parler du vendeur Castor. Ah, on parle du petit animal? Non, du vendeur, de Ah la bon? personne. C'est ce beau-frère, ce copain, ce cousin qui se vante de savoir monter un mur. Lui, c'est... Faire une salle de bain, Voilà, refaire refaire l'électricité, l'électricité, il a est vraiment construit sa doué. terrasse, il a fait sa piscine, c'est tout ça en fait. Voilà, c'est lui. Voilà. Alors en plus, on a vraiment un fourmillement de tutoriels sur le bricolage qui font que nos clients bricolent de plus en plus, construisent de plus en plus, agrandissent de plus en plus. Le confinement a aidé. Le confinement a vraiment favorisé tout cela. On est resté enfermés chez nous, donc on a amélioré notre habitat, notre Et au logement. moment de vendre, le notaire pose la question qui tue. Avez-vous fait des travaux? Et Et là, on est l'empêcheur de tourner en rond. c'est ça. Parce que le vendeur répond oui et on pose tout un tas de questions sur qui a fait les travaux, avez-vous obtenu les autorisations, quelles autorisations, parce qu'il faut des autorisations. On demande des papiers, et là, les papiers, quand on est bricoleur et quand on est un castor, c'est difficile. C'est ça, voilà. On va justement commencer par notre propos par ces papiers, donc les autorisations d'urbanisme. Donc c'est pas parce qu'on est un castor qu'il faut oublier de passer par la case mairie. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est la première chose à penser quand on attaque des travaux. Aller à la mairie pour savoir s'il faut une autorisation ou pas. Voilà, donc on a plusieurs types d'autorisations. Donc on a le permis de construire, la déclaration préalable. Donc c'est l'un ou l'autre, fonction de la nature et de l'importance des travaux, et fonction également de la situation. Les travaux, souvent un peu moins importants, sont soumis à déclaration préalable au lieu de permis de construire. Mais par contre, si on est en secteur sauvegardé, donc typiquement en centre-ville, permis de construire. Permis de construire systématique. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute une procédure pour ces autorisations, donc déclaration préalable ou permis de construire, procédures qui sont similaires. Autant on a l'habitude de la respecter pour le permis de construire, je dépose mon permis de construire, j'attends que la mairie me l'accorde, je l'affiche, je fais mes travaux. Une fois que j'ai terminé mes travaux, je signe, je déclare la fin des travaux, c'est ça, avec la conformité. Et il ne faut pas oublier que pour la déclaration préalable, c'est exactement la même procédure. Quand j'ai obtenu ma déclaration préalable, alors que je n'obtiens pas, puisqu'en fait la déclaration préalable, je vais aller déclarer à la mairie que je vais faire des travaux et la mairie va me dire oui ou va rien me dire en fait. Ouais, c'est ça. Et une fois que j'ai effectué les travaux, je dois quand même déclarer à la mairie que j'ai fait les travaux, que les travaux sont bien conformes à ce que j'avais demandé. Et la mairie a quand même la possibilité de venir vérifier les travaux et de me dire que ces travaux ne sont pas conformes. C'est un peu une autorisation mal nommée. C'est ça. Puisqu'elle s'appelle déclaration préalable. Donc on estime qu'en l'ayant déclarée, on a fait le job. Mais non, il faut la déclarer. Ensuite, on a une non-contestation de la mairie sur cette déclaration. C'est là qu'elle prend date. C'est là qu'on l'affiche, comme tu disais, Séverine. Et la plupart des déclarations préalables ne sont pas affichées. C'est le même panneau que le permis de construire. Donc on devrait les voir plus souvent sur les bâtiments, mais on ne les voit pas beaucoup. Donc un affichage, ça veut dire vérifier cet affichage. Pourquoi pas le prendre en photo quand on ne veut pas faire venir un huissier qui reste la meilleure des preuves de cet affichage. C'est ça. Et pourquoi on affiche et pourquoi on a besoin de preuves de cet affichage? Parce que c'est pendant ce délai de 2 mois d'affichage que les tiers, donc vos voisins, d'autres personnes, ont un droit de recours sur cette autorisation d'urbanisme. Donc le problème, c'est que si on n'affiche pas, ce délai ne court pas et surtout, il ne s'éteint pas. Donc le délai de recours devient un peu trop long. C'est ça, les voisins peuvent toujours contester les travaux que j'ai faits. Voilà. L'autre conséquence de ce défaut de respecter la procédure, surtout, c'est que si par la suite je veux demander une autre autorisation d'urbanisme, eh bien la mairie peut me la refuser tant que je ne suis pas dans les clous. Donc je vais aller déposer mon permis de construire pour faire ma piscine par exemple, et là la mairie va me dire « Ah oui, mais vous aviez déjà fait des travaux, donc il faut déjà régulariser les
premiers travaux pour pouvoir ensuite obtenir votre seconde autorisation d'urbanisme. Et souvent, c'est là que ça pose problème. C'est là que ça pose problème, parce que si les premiers travaux qui sont faits depuis parfois plusieurs années n'étaient pas en conformité avec notre plan local d'urbanisme ou notre autre document d'urbanisme, C'est ça. à ce moment-là, on est embêté et il faut faire les correctifs pour avoir sa deuxième autorisation. Voilà. Et c'est là qu'on est un peu embêté. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi que ces déclarations d'urbanisme, une fois qu'on a fait les déclarations, qu'on a envoyé la déclaration d'achèvement des travaux, c'est aussi une information pour les impôts. Et c'est ce qui va faire évoluer là, notamment notre taxe foncière. C'est peut-être pour ça qu'on ne la fait pas. Peut-être, mais en tout cas, si on se fait attraper par la patrouille, eh bien, l'administration peut revenir à la charge sur plusieurs années antérieures avec des pénalités de retard. Voilà. D'où l'intérêt quand même D'être à jour. D'être à jour, voilà, c'est ça. De son autorisation d'urbanisme. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait des travaux? Soit on va à la mairie, soit on va voir son notaire. Votre notaire saura vous conseiller pour vous dire quelle autorisation d'urbanisme il faut pour tel ou tel type de travaux, d'une manière générale. Bien sûr, nous ne sommes ni architectes ni géomètres, mais nous avons une bonne connaissance donc, de ces réglementations. Et il faut savoir que le contentieux est de plus en plus fréquent. C'est ça. Et que du coup, avoir avis comme ça à un professionnel, à un juriste, vous apportera de la sécurité et du coup de la sérénité. C'est ça. Ça ira beaucoup mieux pour revendre ultérieurement. Voilà, pour recoller à notre vente, effectivement, si vous êtes vendeur, que vous avez construit, que vous avez oublié ces déclarations d'urbanisme, il se peut que votre acquéreur vous demande de les faire au moment de la vente pour que lui, il achète un bien qui soit dans les clous au niveau de l'urbanisme ou alors parce qu'il a des projets derrière et qu'effectivement, il a besoin d'avoir des déclarations conformes pour pouvoir, lui, avancer dans ses travaux. Et en général, on prend du retard sur les ventes. C'est un exemple classique. Voilà, on vient nous voir avec un titre de propriété, un acquéreur ou parfois un compromis déjà signé. On vérifie le titre de propriété, on trouve 3 chambres et dans notre diagnostic amiante, par exemple, on en trouve 4. C'est ça. Donc on se dit, tiens, l'appartement a grandi, c'est bizarre, il y a un étage de plus. Tiens, il y a une piscine, il n'y avait pas de piscine quand vous avez acheté. Qu'est-ce que ce cabanon de jardin? Qu'est-ce qu'il vient faire là de sortie? Donc c'est comme ça que nous, on s'en rend compte très tôt au niveau du dossier. Et on va vous demander de déposer souvent une déclaration préalable, parce que les permis de construire sont souvent bien demandés. Et la déclaration préalable va vous faire perdre du temps au niveau de la vente. Et si vous avez déjà en optique de racheter quelque chose derrière, c'est là souvent qu'on est un petit peu tendu au niveau du timing. Donc, il ne faut pas oublier d'aller jusqu'au bout de la procédure, comme tu le disais tout à fait. Donc, après achèvement, on déclare l'attestation d'achèvement et de conformité des travaux. C'est vous qui déclarez que vos travaux sont conformes et c'est la mairie, si elle estime qu'elle a un contrôle à faire, qui viendra visiter votre construction pour vérifier qu'elle est bien conforme. Elle vous délivrera cette attestation de non-contestation de la conformité que votre notaire ne manquera pas de vous demander et qui rassurera pleinement votre acquéreur sur les travaux qui ont été effectués. Et que la mairie doit vous délivrer si vous la demandez. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils vous disent qu'ils ne contestent pas, ils ont l'obligation de vous délivrer la déclaration de non-opposition. Voilà. Souvent, ils n'aiment pas. Souvent, ils n'aiment pas, effectivement. C'est pour ça que je le précise. Autre chose à prendre en ligne de compte quand vous déclarez vos travaux, et c'est le cas classique du lotissement. Parce que souvent, j'ai une maison, j'ai été voir à la mairie, j'ai déclaré mes travaux. La mairie m'a dit qu'il fallait faire une déclaration préalable. Donc, m'a indiqué ce que j'avais le droit de faire et de ne pas faire. Parce que la déclaration préalable, c'est aussi respecter les règles d'urbanisme de la commune. Ça permet d'être dans les clous. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres règles qui peuvent m'être imposées par d'autres législations et notamment la législation du lotissement. C'est ça. En fait, on a 2 couches. Donc, il ne faut pas mélanger le droit de l'urbanisme et le droit civil. Le droit de l'urbanisme, c'est le fait d'obtenir son permis de construire ou d'avoir une déclaration préalable purgée. Et le droit civil, c'est d'être en conformité avec les servitudes qui me lient avec mes voisins ou avec les cahiers des charges de lotissement. Un cahier des charges de lotissement, c'est un document civil entre voisins, c'est des règles de vie entre voisins, à ne pas confondre avec notre règlement du lotissement. Le règlement du lotissement, ce sont des règles d'urbanisme qui naissent à la naissance du lotissement
et qui s'applique pendant 10 ans, en plus des règles du PLU, notre plan local d'urbanisme. C'est ça. Il ne faut pas oublier donc que ce cahier des charges du lotissement, sauf si c'est stipulé à l'intérieur, lui, il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que si ce n'est pas expressément prévu que le cahier des charges s'applique pendant 10 ans, 15 ans, maintenant c'est de plus en plus prévu quand même. Mais on a des... Voilà, c'est ça. On a des vieux lotissements des années 50, des années 60, où le cahier des charges n'a pas de date de péremption et donc où on est toujours tenu par ce cahier des charges. Si ça interdit de faire un premier étage, si ça interdit de faire un garage séparé, si ça interdit de faire une extension, eh bien, au niveau de ces règles de droit civil, on ne peut pas. C'est-à-dire que l'administration, et c'est là un petit peu le problème du millefeuille administratif français, c'est que la mairie va vous dire, vous voulez faire un premier étage, pas de souci, vous avez le droit dans le PLU, je vous donne l'autorisation. Donc, on a l'impression d'être en règle. On a l'impression d'être en règle. Par contre, le cahier des charges de lotissement, règles de droit civil, c'est-à-dire de droit privé entre les propriétaires privés, eh bien ces règles-là, si elles l'interdisent, votre voisin peut attaquer la construction que vous avez faite et vous pouvez être condamné à la démolition parce que vous ne respectez pas les règles de droit civil, même si vous êtes dans les clous administratifs. C'est ça qui est quand même tordu. Voilà. Et c'est vrai que le législateur en 2014 avait essayé de nettoyer ça parce qu'on voyait que c'était un vrai souci. Donc, il a prévu que les règles d'urbanisme cessaient de s'appliquer au bout de 10 ans. Mais le Conseil d'État et la Cour de cassation sont passés par là en disant, pour le règlement de lotissement, vous pouvez, c'est de l'urbanisme, vous pouvez très bien prévoir d'autorité qu'il cesse de s'appliquer au bout de 10 ans, mais le cahier des charges, en fait, c'est des règles de servitude entre personnes. Je m'impose vis-à-vis de toi, tu te l'imposes vis-à-vis de moi, c'est entre nous, la loi n'a rien à dire sur les rapports qu'il y a entre deux personnes privées. On n'arrive pas à se séparer de ces fichus cahiers des charges qui s'appliquent depuis des dizaines d'années, comme tu disais. Voilà. En sachant que, bien souvent, le premier ne l'applique pas, le second ne l'applique pas, le troisième ne l'applique toujours pas. Si je te tiens, tu me tiens par la barbichette. On se dit, les voisins ne le respectent pas, ils vont rien me faire. C'est ça. Souvent, c'est un peu ça. C'est le jeu du statu quo, en fait. Voilà, c'est ça. J'ai mal fait la clôture, mais toi, tu as mal fait le crépi, etc., etc. Donc, tout le monde est un petit peu ensemble. Voilà, c'est ça. Tu étends le linge devant, ce genre de petits détails. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, effectivement, ces différentes strates qui viennent, d'où l'intérêt effectivement de venir consulter pour, par rapport à son bien immobilier, par rapport à la situation juridique de son bien immobilier, effectivement bien savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, parce que même si un côté on me dit oui, de l'autre côté on peut me dire non. Il y a une chose dont on n'a pas parlé non plus et qui n'est pas notée dans nos notes, mais c'est la copro. Ah oui. Je suis en copropriété horizontale, c'est-à-dire que j'ai une maison mais qui est en copropriété. Je n'ai pas l'impression d'être en copro. Bah non, j'ai pas l'impression d'être en copro, effectivement, mais je suis soumise au règlement de copropriété. Et comme je suis propriétaire, même si c'est une maison seulement de partie privative, des constructions sur un terrain qui appartient à tout le monde. C'est ça. Tout permis de construire doit être demandé au nom de la copropriété et non pas au nom d'un des copropriétaires. Donc il faut une assemblée générale pour avoir le droit de faire les travaux, pour avoir le droit de demander un permis. Voilà, et ça c'est une chose effectivement que les gens oublient aussi souvent. Les particuliers oublient, bon ce ne sont pas des professionnels, on comprend, et la mairie quand elle voit arriver les autorisations, elle ne s'en rend pas compte non plus. C'est ça. C'est ça. Parce que parfois, c'est l'autre copropriété ont de réels numéros de parcelles, comme une maison classique. Et du coup, la mairie ne voit pas la différence et accorde les travaux. Mais il ne faut pas avoir un autre copropriétaire un petit peu teigneux. C'est ça. qui a envie de t'embêter. C'est ça, mais ça arrive. Ça arrive. Et j'en profite aussi pour préciser que quand on est dans le cadre d'un compromis, mon acquéreur veut faire des travaux, eh bien, il faut que le vendeur l'autorise à déposer un permis. Parce qu'il n'y a que le propriétaire du bien qui peut déposer une autorisation d'urbanisme. Donc, si je veux, quand j'ai emménagé dans la maison, attaquer la piscine, là, on va y arriver. Ça va bientôt être la période. Donc, je vais acheter ma maison, je vais signer début mai. Je veux que la piscine commence mi-mai pour pouvoir sauter dedans début juin. Il faut que ce soit beau et que ce soit bon. Voilà. Eh bien, il faut que le vendeur, dans le compromis, me donne l'autorisation de déposer le permis, sinon je ne pourrais pas. Et ça m'évitera de le faire la demande à son nom. C'est ça. Ce qui engendrerait un transfert de permis. Voilà. Et du coup, les taxes,
on devrait les payer ensemble. Donc mon vendeur, il aimera pas, hein, Non, donc il me donnera l'autorisation Voilà, de demander un c'est ça. permis. Voilà. En général, D'où il sera l'intérêt content. de bien parler de ces travaux et de ce qui a été fait, Voilà. de ce qu'on veut faire, et etc. Voilà. Les entreprises que vous pouvez appeler pour avoir des conseils lorsque vous voulez faire vous-même, encore une fois, sont des techniciens. Donc nous, on ne sait pas faire leur travail, mais eux ne connaissent pas également les règles juridiques et d'urbanisme qui peuvent s'appliquer à vos constructions. Donc encore une fois, nous sommes là pour vous conseiller. C'est ça. Un dernier point? Sur le lotissement, copro, Bon, d'un point de vue civil, je ouais. pense qu'on est bon. Ouais. Hein. On va continuer, puis on va un petit peu faire peur. Encore On plus. va voir des fissures. Oui. Vas-y. Alors, on va parler de la garantie décennale. Alors, la garantie décennale, c'est un petit peu dans l'esprit de tout le monde. On se dit, tiens, il y a un truc qui est garanti 10 ans chez moi. Mais alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, la garantie décennale, elle porte bien son nom. Elle couvre une période de 10 ans à partir de la réception de travaux. D'accord? Donc, elle va bénéficier pendant 10 ans au premier acquéreur et à tous les acquéreurs successifs. Voilà, c'est à ça auquel il faut bien penser. Donc, quand j'ai une entreprise, j'ai une livraison de travaux, je signe quelque chose. Quand je fais des travaux moi-même, à partir de quand part ce point de départ de 10 ans? Quand je construis moi-même ma maison, quand je la termine, ce sont mes premières factures d'électricité, mes premières factures d'eau, de consommation réelle qui prouvent... Mon premier plongeon dans la piscine. Voilà, c'est ça. Qui prouve que vraiment j'ai achevé. Ou sinon, encore une fois, on prend des photos, on se ménage la preuve de cette durée de 10 ans. Je peux ajouter quelque Vas-y. chose? Pour l'attestation décennale donc fournie par les entreprises que vous faites intervenir, l'attestation décennale doit être fournie pour l'année en où cours. on fait les travaux. Hein, c'est pas parce que vous la demandez en 2022, si les travaux ont été faits en 2021, l'entreprise doit vous fournir une attestation décennale pour l'année 2021. Hein, et effectivement, l'assureur, dans le cadre de cette assurance, s'engage, lui, à assurer les travaux pendant 10 ans. Donc, n'ayez pas peur de ne pas avoir l'année où on est, mais il faut bien avoir l'année des travaux. Voilà, ça c'est important. C'est important. Cette garantie, cette responsabilité décennale, elle couvre quoi? Elle couvre des vices. Alors, on aime bien les vices, nous, dans notre métier. On en reparlera encore tout à l'heure. Les vices ou les dommages qui affectent la construction. L'ouvrage, vraiment le gros œuvre. Le gros œuvre. Donc voilà. le gros œuvre, c'est quoi? Les murs, la charpente, la toiture. On voit. C'est tout ce qui permet à la maison de tenir debout. En fait. On parle, nous, dans notre métier, de solidité de l'ouvrage. Voilà, C'est ce qui ça. permet, comme tu dis, à la maison de tenir debout. Donc on peut comparer ça à quoi? Les petits ouvrages. Changer une porte, changer une fenêtre. Attention, changer une fenêtre quand on ne touche pas au mur. C'est ça. Agrandir une fenêtre, faire d'une petite fenêtre une grande baie vitrée, on touche à la solidité de l'ouvrage. Attention si on change les fenêtres ou si on fait de la rénovation sur le bâti. Effectivement, suivant ce qu'on fait, c'est pas la même, Voilà. c'est pas les mêmes travaux. Un exemple aussi typique, c'est les panneaux solaires. Exactement. Si je me contente de poser des panneaux solaires sur ma toiture, c'est pas du gros œuvre. Si pour poser les panneaux solaires, on a touché à la toiture et on l'a modifié, c'est du gros œuvre. Donc il faut être très vigilant en fait sur la nature des travaux qui ont été faits. En moyen mémotechnique de s'en souvenir, voilà, je touche à la solidité. J'ai des risques de solidité sur mon ouvrage. À ce moment-là, je suis dans le gros œuvre et je suis soumis à cette fameuse garantie décennale. À préciser aussi que souvent on mélange cette décennale avec d'autres garanties, c'est-à-dire que quand on va vous vendre une chaudière, on va vous dire elle est garantie 2 ans, elle est garantie 5 ans, elle est garantie 10 ans. On vous en vend une autre de garantie. Voilà, c'est ça. Mais voilà, la garantie décennale, c'est une garantie légale, c'est-à-dire que c'est différent d'une garantie contractuelle. Le vendeur de la chaudière, il peut très bien vous dire moi la chaudière, je vous la garantis 8 ans parce que j'ai envie de vous la garantir 8 ans, je vous la garantis 15 ans parce que je suis sûre de ma chaudière et que je vous la garantis 15 ans. Mais il n'empêche que la personne qui vient vous percer un mur, elle est obligée, et c'est la loi, on n'a pas le choix, de vous garantir ses travaux pendant 10 ans. Voilà. Et c'est une garantie automatique. Oui. C'est-à-dire que la plupart des assurances, il faut prouver qu'on a subi un dommage pour pouvoir actionner cette assurance. C'est-à-dire qu'une fissure dans un mur, c'est pas joli, mais bon, ça me change pas la vie tous les jours. Ça ne me cause pas de dommages, certes, mais c'est une assurance, c'est une garantie qu'on me doit. C'est ça. Donc on fait les travaux, on me garantit d'avoir un ouvrage respecté.
Donc la garantie, on s'en sert dans 2 cas. Le premier cas, donc c'est le vis, le fameux vis, le défaut, cette fissure qui apparaît, cette toiture qui se voile. Et c'est également un vis qui rend les choses impropres à sa destination. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Eh bien, c'est la fameuse fenêtre dont on parlait tout à l'heure. La fenêtre, quand je la change, ou quand je l'installe plutôt, c'est pas du gros œuvre. D'accord? Elles sont mal installées. Il y a un jour comme ça. D'accord? Je vais avoir du mal à mettre dans la chambre mes enfants qui vont avoir froid l'hiver. La maison est inhabitable. On est soumis à garantie décennale. L'entreprise devra venir réparer les dommages qu'elle a causés sur ma maison. C'est la différence entre les fissures esthétiques. Il fait un petit peu chaud, le crépice fissure en surface, mais ça ne risque rien. Et la fissure qui, elle, va lézarder le mur et va traverser jusqu'à l'intérieur de la maison et qui, effectivement, rend la maison dangereuse et qui fait qu'à un moment donné, il va falloir intervenir sur la solidité de la maison, effectivement. Voilà. Tu parlais de facture tout à l'heure. Donc, qui nous doit cette garantie décennale? Parce qu'on a dit qu'on faisait les travaux nous-mêmes. Alors, l'architecte, il nous doit cette garantie décennale. Le bureau d'études nous le doit également. L'entreprise, quand on n'est pas un super castor, l'entreprise qui vient nous aider a son assurance au jour où elle effectue les travaux, comme tu disais. À demander au moment du devis. Voilà. Mais du coup, je suis un castor. Je fais tout moi-même. Ça se voit pas comme ça? Eh bien, je le dois. Je dois cette garantie décennale à mon acquéreur et aux acquéreurs successifs. Et c'est là que c'est dangereux. C'est dangereux pour moi, vendeur. Non, j'ai fait des travaux, je le fais en connaissance de cause. Je suis responsable pendant 10 ans des travaux que j'ai faits. Mais l'acquéreur, est-ce qu'il se rend bien compte que je suis un particulier, que si jamais des travaux doivent être faits qui engagent ma responsabilité, une toiture, des murs de refend, une fondation, ce sont des travaux très importants et très onéreux. Si au moment où mon acquéreur voit ces défauts, actionne ma responsabilité décennale et je ne suis plus solvable, il aura à ce moment-là que ses yeux pour pleurer. C'est la raison pour laquelle, quand on fait des travaux, il est possible de souscrire une assurance. Voilà. Cette assurance dommage-ouvrage, autant dire que quand on est un particulier, on ne la souscrit jamais parce qu'elle est très onéreuse. En fait, vous payez ce que vous ne payez pas en facture pour prendre une entreprise, vous le payez en prenant une assurance. Hein, c'est un peu ça. Concrètement, c'est ça. Et souvent, elle coûte de 25 000 à 30 000 euros pour les premiers travaux. De les souscrire pour les personnes particulières, tellement c'est compliqué. On n'a pas de diplôme qui atteste de nos compétences, donc les assureurs sont vraiment frileux. C'est ça, c'est ça. Donc on vous a donné les mots aussi, c'est assurance dommage ouvrage. C'est dans le principe de la loi une assurance normalement séparée de l'assurance décennale, mais qui vient vraiment couvrir en fait la décennale. Hein, voilà. Donc si j'ai pas de décennale à fournir, je devrais normalement souscrire une assurance dommage ouvrage. Il y a des sanctions qui sont prévues par la loi si je ne le fais pas. Quand je suis professionnel. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que les sanctions, elles ne sont prévues seulement si je suis un professionnel de l'immobilier des travaux. Si je suis un castor et que je ne souscris pas d'assurance dommage ouvrage, il n'y a pas de sanction prévue par la loi, donc il ne se passera rien. Mis à part le fait, et c'est ce que disait Blandine, c'est que dans l'acte de vente, eh bien, on vous écrira bien que vous êtes responsable pendant 10 ans des travaux que vous avez faits et sur vos deniers personnels. C'est-à-dire que si jamais il y a vraiment une fissure dans la maison, il y a vraiment un problème qui rend la maison inhabitable, qu'il faut la détruire et la reconstruire, eh bien c'est vous qui devrez payer cette démolition et cette reconstruction. D'où l'intérêt de faire très attention à ce que vous faites, d'où l'intérêt de bien déclarer aussi notamment la fin des travaux pour pouvoir fixer la date de départ de cette décennale, d'avoir, on en revient à ce qu'on disait au départ, la déclaration d'achèvement de travaux déposée à la mairie parce que c'est aussi une preuve de la date d'achèvement des travaux, la conformité à la mairie. Tout ça, ça se tient un petit peu quand même. Hein. Quand j'ai fait les choses dans les règles, en général, ça se passe mieux que quand... C'est ça. Voilà. Donc ce qui est pas mal, c'est quand on construit pour soi, en général, on le fait bien. Hein, c'est rare qu'on se fasse une maison en paille, on n'est pas des petits cochons, on est des castors. Hein. Donc on essaye de construire assez solide. C'est le cas typique du copain qui vient vous faire l'extension. Ah, il est super fort, le copain, il va vous faire une extension pas chère. Je vous conseille de garder la maison avec l'extension 10 ans avant de la vendre. C'est ça. Voilà. Parce que le copain, il viendra pas réparer si votre acquéreur vous êtes responsable. a un problème. Donc là, c'est le problème de ce décennal. On continue sur les vis, on aime bien les vis.
Alors, pour les vis cachés, alors ça, c'est un terme qui apparaît dans nos actes de vente. Quand vous achetez un bien, on vous dit que votre vendeur ne vous garantit ni les vis apparents, ni les vis cachés. Alors, qu'est-ce que c'est? Un vice apparent, c'est un défaut que vous voyez en visitant le bien. Donc ça peut être une petite fissure, vous l'avez vu, ça peut être du parquet abîmé, des choses comme ça. Vous le voyez en le visitant, ça ne vous est pas garanti, vous l'avez constaté par vous-même. C'est pour ça qu'il est très important de bien visiter une maison ou un appartement. Il faut être très curieux quand on achète un bien. Le deuxième vice, le vice caché. Alors le vice caché, il porte très mal son nom. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce que le vice caché, ce n'est pas un vice que votre vendeur vous cache, mais il est tellement bien caché que lui-même ne le voit pas. Il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas, il ne peut pas vous le garantir. Donc votre vendeur, il vous garantit sa bonne foi. Quand on a dit ça, le vendeur, il respire. Il se dit, je vais vendre ma maison. Il l'a visité 52 milliards de fois. Il a vu tous les petits défauts, les vices apparents, je suis tranquille. Les vices cachés, les défauts que moi, je ne connais pas, c'est bon, je suis tranquille aussi. Je ne suis pas responsable. Et c'est là qu'on a de plus en plus de jurisprudence sur notre castor, sur notre vendeur bricoleur. Parce que notre vendeur bricoleur qui a changé lui-même la chaudière pour économiser 3 francs 6 sous, il sera considéré comme un professionnel. Ben oui, il agit comme un professionnel, il change une chaudière. À ce moment-là, après la revente, s'il y a un problème sur cette chaudière, on ne pourra pas considérer qu'il n'en avait pas connaissance. Il sera considéré comme un professionnel et il sera responsable. On a le cas typique, on en parlait tout à l'heure, de la salle de bain. Une salle de bain, vous la refaites vous-même, vous êtes tout content, vous avez regardé tous les tutos, l'électricité, la plomberie, j'ai tout refait, c'est super. Et je fais juste avant de revendre, parce que pour que ce soit joli, pour que ce soit plus vendeur. Très bien. 3 mois après la vente, tout pète. Inondation. On est en copro, ça fuit chez le voisin. Ça, c'est la douche à l'italienne typique. C'est génial. Votre acquéreur vient vous voir en disant « Vous auriez les factures de l'entreprise qui est intervenue là dans cette salle de bain ?» Bon non, j'ai fait ça moi-même. Ah bon? Ben venez payer. C'est ça. Voilà. Donc là, on est dans la dangerosité type du vendeur bricoleur. Et cette fameuse garantie des vices cachés, cette garantie professionnelle, le problème c'est qu'elle n'a pas de date. C'est pas comme notre décennale dont on parlait tout à l'heure. Le bon côté des choses, c'est qu'elle s'applique quand même plus souvent aux petits travaux. Donc je disais un petit peu de plomberie, un petit peu d'électricité, mais ça peut avoir des conséquences très graves quand il y a un incendie ou une inondation. Voilà. Donc quand on fait ces travaux soi-même, on est un castor. Donc le notaire va vous demander qu'est-ce que vous avez fait comme travaux, donc vous n'avez pas de facture. Et il y a aussi le cas du travail au noir. Oui. Alors, du fait qu'on a embauché une entreprise et qu'on s'est dit, on s'entend entre nous, je te paye comme ça, j'ai pas de facture. Nonobstant le fait que c'est illégal, on est d'accord. Deuxième chose, vous n'avez pas de facture, vous n'avez pas d'assurance décennale non plus. Vous n'avez pas de garantie extérieure à la vôtre. Rien. Donc, qui va payer en cas de problème? C'est vous. C'est vous. Donc, l'économie réalisée en embauchant un professionnel de manière obscure de cette façon, ça veut dire que vous avez tellement confiance en lui que vous êtes prêt à régler tous les éventuels dommages qui résulteraient de son travail. Donc, il faut vraiment être en super confiance. Voilà. Résultat de tout ça, faites attention quand vous êtes un vendeur castor. Voilà. Il faut être vraiment sûr de soi, sûr de ses compétences. Il ne faut pas être trop prétentieux sur ses compétences et surtout sur ce qui est électricité, plomberie, ce qui peut engager des grosses œuvres, des choses assez dangereuses. Voilà, c'est ça. Faites appel à des professionnels, vous serez quand même plus sûr au moment de la revente. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Donc, les notaires de la Côte d'Or se tiennent à votre disposition si vous avez des questions sur vos travaux. Merci beaucoup. Merci.